de la politique sportive de l'État en matière de sport, contexte actuel. Comme tous les pays africains francophones, nous avons un modèle qui est fondé sur la politique française en matière de sport, qui est une vision volontariste qui préconise que le sport soit traité comme une affaire d'État. À cet effet, nous pensons que c'est de là que vient la délégation de pouvoir de l'État aux fédérations sportives, ce qui implique deux logiques. La logique des mouvements associatifs qui est fondée sur le bénévolat et la passion, et le modèle plutôt la logique qui est fondée sur cette même délégation de pouvoir, c'est-à-dire la logique de puissance publique. Mais ces deux logiques aujourd'hui ont montré leurs limites quant à la gestion du sport. En ce sens que le sport est en train de glisser de plus en plus vers l'économie, pour aboutir à un secteur économique à part entière, créateur de richesse et de profit. Ceci induit donc un ensemble de facteurs de changement dans le sport, parmi lesquels on peut citer la mondialisation de la pratique, l'industrialisation de la production, la professionnalisation des acteurs, la commercialisation des valeurs, la judicialisation des conflits, c'est-à-dire que de plus en plus les juges et les avocats sont présents dans le sport du fait de l'économie et des contentieux du travail. Ces changements doivent impliquer à notre niveau un changement d'attitude, de démarche et de stratégie pour essayer d'équilibrer les logiques actuelles du sport, c'est-à-dire la logique associative, qui est la logique primaire, la logique secondaire du service public et la logique économique. En effet, ces différentes logiques ont besoin l'une des autres, les unes des autres. Si la logique primaire est détenteur des valeurs du sport, elle a besoin de la logique de service public qui lui délègue son pouvoir. Elle a aussi besoin de la logique économique qui est seule apte à commercialiser les biens et services issus du sport. La logique de service public, quant à elle, a besoin du secteur associatif à qui il délègue son pouvoir, effectivement,
pour que maintenant ces fédérations, ce mouvement associatif soient le relais de sport pour tous, du sport conçu pour la santé et pour l'éducation, mais aussi pour dégager une élite sportive capable de représenter l'État dans les Jeux internationaux pour sauvegarder son prestige et sa réputation. Elle a ensuite besoin du secteur économique qui pourra l'aider à financer le sport à partir de ses activités de commerce, de biens et de services. Mais la logique économique, quant à elle, a besoin de l'État pour qu'il définisse un cadre juridique et financier propice à la prestation de services marchands, propice à la prise en compte de la spécificité du sport. Et là, je dois m'arrêter un peu pour dire que le sport ne peut pas être traité comme le secteur classique de l'économie. Il a des spécificités telles que la concurrence, qui fait qu'il a besoin plutôt de traiter d'une manière un peu spéciale. C'est pourquoi on parle d'exception sportive ou de spécificité du sport. Si aujourd'hui l'Europe n'a pas accepté de procurer au sport une exception sportive, elle reconnaît néanmoins la spécificité du sport. Mais quand on regarde les ligues nord-américaines, on se rend compte que l'exception sportive a été prise en compte par le Broadcasting Act de 1952. Ce qui leur permet de déroger à certaines règles du commerce, telles que la concurrence, la liberté de circulation des joueurs, le partage de bénéfices. Pour en revenir donc à la logique économique, elle a donc besoin de l'État. Ensuite, elle a besoin aussi du mouvement associatif, des fédérations, qui sont des organisations à but non lucratif, qui est fondée sur le bénévolat et la passion. Ce sont les gardiens du temple, en ce sens qu'ils gardent les valeurs du sport, la valeur éducative, la valeur de santé, la socialisation. Mais le sport, pour le commercialiser, a besoin de ces valeurs. C'est-à-dire donc une politique de l'État ajustée à sa juste valeur doit prendre en compte ces trois logiques pour qu'il y ait un équilibre en trépied pour la bonne marche des activités sportives. C'est dire que aujourd'hui, comme nous l'avons dit plus haut, le sport est en train de basculer de plus en plus vers le secteur de l'économie. Et on doit le traiter comme tel dans nos pays africains, en ce sens que elle peut constituer à lui seul le sport un secteur économique en part entière
créateur de richesse, de profit, aussi bien pour nos pratiquants que pour l'État et l'économie de l'État. Aujourd'hui, si nous prenons l'exemple du football, nous avons des centaines et des centaines d'expatriés, c'est-à-dire des joueurs sénégalais qui évoluent dans les championnats les plus élevés du monde entier. L'ensemble de ces jeunes sont presque partis sur la pleine pointe des pieds pour se trouver une place dans la société. Ils sont partis à partir de contrats je ne dirais pas léoniens, mais des contrats insignifiants vers ces différentes ligues. En général, le lieu de réception sont les ligues mineures. Ils recrutent nos jeunes talents avec des miettes. Ces jeunes talents, une fois qu'ils accèdent à ces ligues mineures, commencent à performer, à montrer l'étendue de leur talent, pour qu'ensuite ils les vendent à coups de milliards. Ce qui constitue aujourd'hui l'économie des sports européens en général. Parce qu'une des activités de commerce, une des chapitres de recettes de ces clubs constitue le trading. C'est-à-dire que quand ces joueurs atteignent leur valeur marchande élevée, ils ont quitté les pays africains. Donc l'Afrique est pourvoyeur de matières premières, entre parenthèses, les jeunes talents, mais ils gagnent pratiquement rien. Alors qu'une politique concertée, conçue convenablement par l'État pour créer un secteur économique à part entière, aurait pu permettre à ce que ces jeunes talents soient formés, commencent à compétir sous le ciel pour qu'on puisse les vendre directement à ces ligues majeures pour qu'ils puissent nous rapporter des milliards dans l'économie du Sénégal et des milliards pour la position sociale de nos jeunes pratiquants. Mais la création de ce secteur économique va supposer la participation de tous, aussi bien du secteur associatif, le secteur de l'État et le secteur économique. Parce qu'aujourd'hui, il faut le noter, nous avons un sport professionnel apparenté au sport non amateur marron. C'est-à-dire que les clubs paient des salaires, supportent les charges de production qui sont des coûts fixes, en ce sens qu'une fois qu'on est engagé dans un championnat, on ne peut pas choisir les parce qu'on va jouer ou qu'on ne va pas jouer. On ne va pas choisir de se regrouper ou bien de manger ou bien de ne pas manger. Il faut obligatoirement supporter l'ensemble des coûts de production.
C'est pourquoi on dit que ces coûts sont fixes. C'est-à-dire que toutes ces sommes englouties par le sport professionnel africain, notamment sénégalais, le sont pour améliorer la performance sportive. On dirait que ces clubs n'ont pas de soucis de rentabilité ou n'ont pas les moyens de définir des politiques de prestation de biens, de prestation de services commerciaux. Donc, la recherche de performance sportive prime sur la recherche de performance économique. Tout simplement parce que les structures professionnelles en Afrique, et notamment au Sénégal, sont pour la plupart animées par des gens, par les mêmes personnes qui animaient les clubs amateurs. C'est pourquoi je parle d'amateurisme marron. On paie les joueurs pour qu'ils puissent être plus performants, donc on est plus préoccupé par la performance sportive que par la performance économique. C'est pourquoi j'estime que il nous faut définir un cadre juridique d'abord, rompre avec la politique coloniale, hein, parce que si aujourd'hui nous avons le modèle français, il faut convenir que le modèle français a beaucoup évolué. Le sport professionnel français a beaucoup évolué. Le sport professionnel en France a démarré par les SOS, les sociétés à objet sportif, les sociétés d'économie mixte, les sociétés anonymes professionnelles, jusqu'à aboutir vers les sociétés anonymes tout court. Si autant les clubs n'avaient pas accès à l'épargne publique, si les clubs ne possédaient pas leur numéro d'affiliation qui était détenu par l'association mère, au nom duquel le club professionnel était en train d'exister. Aujourd'hui, les clubs français sont libérés des associations mères et possèdent leur propre numéro d'affiliation. Les clubs français maintenant peuvent être cotés à la bourse. Les clubs français peuvent accueillir des capitaux étrangers, tels que le Paris Saint-Germain avec les capitaux qataris. Donc, il nous faut concevoir, en tenant compte de nos réalités, un système économique, un modèle économique qui nous est spécifique, parce qu'on ne peut pas continuer à essayer de copier le modèle européen. Parce que nous n'avons pas la même économie, les clubs n'ont pas les mêmes zones challenges, leur environnement pertinent n'est pas le même, notre système audiovisuel n'est pas le même. Ici, par exemple, au Sénégal, on voit que en matière de droit télé, la RTS continue à damer le pion aux autres télévisions, à l'exception près de la TFM. Alors qu'en principe, dans les pays européens, ce sont les chaînes privées, les chaînes commerciales qui sont le plus aptes à payer les droits télé qui sont excessivement chers.
Malgré que ceci, au Sénégal par exemple, nous avons une floraison de télévision, au moins dérisoire, qui suppose donc à ce qu'on y réfléchisse pour voir comment associer les télévisions dans leur globalité par un système de mutualisation de leurs avoirs, de leurs possibilités et de leurs compétences. Comment intéresser les acteurs entrepreneuriaux de l'économie qui sont plus aptes à vendre le sport selon le modèle de l'entreprise, qui sont plus aptes à investir dans le sport, au lieu de continuer à vouloir gérer le sport professionnel à partir d'une démarche semblable à celle des amateurs. C'est pourquoi aujourd'hui, très souvent, nous entendons les acteurs du sport pro, entre guillemets, solliciter à tout bout de champ l'État pour que l'État puisse intervenir avec les moyens des contribuables, ce qui est aberrant. Aujourd'hui, le sport professionnel ne peut pas être entretenu par l'État. C'est une démarche purement privée qui suppose un investissement lourd que seuls les investisseurs, les capitaux privés peuvent supporter. Mais pour cela, il nous faut maintenant réfléchir à un cadre spécifique qui les sécurise, qui les informe des possibilités de rentabilité et de profit. Ceci maintenant à partir d'accords entre ces investisseurs, le mouvement associatif détenteur des valeurs du sport, mais qui est dans l'incapacité de vendre en même temps ces mêmes valeurs, d'où la création des ligues qui sont des spécialistes pour gérer le sport professionnel. Mais il ne faudrait pas que ceux qui gèrent le sport professionnel soient sans le sou, sans le savoir être et le savoir faire. Aujourd'hui, il est donc temps que les gens se mettent au devant de leurs responsabilités pour créer le sport tel que nous le vivons aujourd'hui, en respectant les différentes logiques, pour en faire un secteur économique au même titre que l'économie classique. Et ceci, ça peut être porteur de création d'emplois, de création de richesses et de profits au profit des politiques, de l'État, des acteurs et des hommes d'affaires. Mais vouloir se substituer aux gens qui sont capables de vendre le sport pour essayer de gérer l'élite alors que ce n'est pas leur compétence, l'État gagnerait à se libérer de la gestion de l'élite professionnelle. Et gagnerait à créer le cadre pour qu'il y ait l'intervention des acteurs qui ont les compétences, qui ont les moyens financiers
pour que ces derniers puissent l'aider à la gestion du sport professionnel. Comme ça, l'élite, quoique constituée de professionnels, mais jouant en amateur, c'est-à-dire en équipe nationale, puisque les équipes nationales, il ne faut pas l'oublier, c'est le sport amateur, tel que la FIFA, c'est une association sportive. Mais une fois que le sport sera géré d'une manière adéquate, les différents secteurs, les différentes logiques auront à jouer chacune sa part pour que le sport d'élite puisse être de qualité. Mais aujourd'hui, si la logique économique n'est pas prise en compte normalement, jamais au plus grand jamais, on ne pourra espérer avoir un sport performant, aussi bien pour les équipes nationales que pour les clubs. Parce que dans un championnat, dans une compétition, mais ce sont les clubs qui ont le plus de moyens et qui détiennent le monopole de la performance, ce qu'on appelle le déséquilibre de la compétition. Donc c'était ça, en guise d'introduction aux différentes chroniques que nous sommes appelés à faire, en collaboration bien sûr avec l'ensemble des collègues techniciens, des spécialistes, des experts, des entraîneurs et consorts. Nous allons essayer de dégager de peu d'idées, de peu de réflexions que nous pouvons mettre sur la table pour qu'on puisse se développer, s'organiser d'une manière stratégique le sport national. Je vous remercie.